Elle chantait pour des enfants, mais elle pleurait en silence. Elle portait des robes roses, mais cachait des bleus à l'âme. Elle faisait rêver des générations, tout en enterrant les siennes. Chantal Goya, la voix tendre de notre enfance, la marraine fée des années d'innocence. Elle n'était pas simplement une chanteuse. Elle était un refuge, une promesse. Un monde enchanté, peuplé de pandas dansants, de lapins malicieux et de chansons qui faisaient oublier les peurs du monde réel. Mais derrière les costumes pastels et les décors en carton-pâte, il y avait une femme. Une vraie femme. Fatiguée. Oubliée. Usée. Une femme qui n'a jamais vraiment voulu chanter. Une femme qui rêvait d'écrire, de raconter les guerres. Pas de danser avec des légumes géants. Une femme dont la vie a été volée par un personnage qu'elle n'a jamais choisi, et qui pourtant est restée jusqu'au bout. Ce n'est pas l'histoire d'une star. C'est l'histoire d'un mensonge qui a duré 60 ans, d'un rôle devenu cage et d'une vérité trop longtemps tue. Voici l'envers de la gloire de Chantal Goya. Avant d'être Chantal Goya, elle s'appelait Chantal de Guerre. Un nom prédestiné? Peut-être. Car sa vie a commencé dans le fracas des bombes et l'ombre de l'exil. Nous sommes en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. Le monde s'écroule. Et dans la chaleur étouffante de Saïgon, en Indochine française, une petite fille naît alors que le ciel est zébré par les avions japonais. Son père est fonctionnaire colonial, sa mère au foyer. Tous deux tentent de maintenir un semblant de normalité alors que la colonie s'effondre. Très tôt, la fuite. Les valises bouclées à la hâte, les regards en arrière, les souvenirs abandonnés sur un quai. Chantal n'a que quelques mois lorsque la famille fuit la guerre pour rejoindre une France elle-même meurtrie, encore à genoux après l'occupation. Ils s'installent à Dreux, puis à Poissy. Le silence de la campagne ne suffit pas à faire oublier le vacarme intérieur. L'enfant grandit dans un foyer tendu, un père humilié par la perte de son statut colonial, devenu ombre de lui-même, une mère qui tient debout par habitude, et entre eux, une fillette timide, observatrice, qui comprend très vite qu'il vaut mieux se taire que parler. Elle entre dans une école catholique austère, la discipline y est rude, les émotions réprimées. Chantal, déjà hypersensible, s'y enferme dans une carapace faite de silence poli. Elle se réfugie dans les livres, excelle en histoire, en littérature. Mais ce n'est pas la musique qui l'appelle. C'est le récit, la vérité. Ce qu'elle veut, c'est écrire, raconter le monde. « Je voulais devenir reporter de guerre », confiera-t-elle bien plus tard. Voir, témoigner, comprendre. À la Sorbonne, elle s'inscrit en lettres et sciences politiques. Elle plonge dans l'effervescence des années 60. Les idées bouillonnent dans les cafés enfumés, les pavés volent, les cinéastes inventent une nouvelle grammaire. Mais Chantal ne se laisse pas emporter. Toujours en retrait, carnet à la main. Spectatrice du monde, mais jamais actrice. Et pourtant, c'est dans ce tumulte qu'elle croise celui qui va bouleverser sa trajectoire. Jean-Jacques Debout. Exubérant, ambitieux, solaire, l'exact opposé d'elle. Il voit en cette jeune femme réservée une force tranquille, une grâce rare. Il veut qu'elle chante. Elle refuse. Il insiste. Elle cède, une seule fois. Ce sera suffisant pour l'emprisonner à vie dans une voie qu'elle n'avait jamais voulu offrir au monde. Tout aurait pu s'arrêter là. Une étudiante littéraire, une rencontre passagère, une romance discrète. Mais le destin, comme souvent, aime forcer les portes qu'on ne voulait pas ouvrir. En 1964, Chantal accepte un rôle dans Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard. Elle y incarne une jeune chanteuse pop. Un rôle qu'elle n'a pas choisi, mais qui semble écrit pour elle. Le tournage est éprouvant. Godard est exigeant, cryptique. Chantal, sans formation, se sent perdue. Mais cette fragilité, cette absence de jeu, devient sa force. Elle ne joue pas, elle l'est.
Et le public le ressent. Je ne voulais pas être connu, je voulais juste vivre tranquillement, avouera-t-elle plus tard. Mais le projecteur, une fois braqué, ne s'éteint jamais. Cette même année, elle épouse Jean-Jacques Debout. Leur premier enfant, Jean-Paul, naît peu après. Clara arrive en 1968. Pendant un temps, elle tente de conjuguer vie de famille et vie d'artiste. Mais une gêne persiste. Elle ne se sent pas à sa place. Ses chansons pop, C'est bien Bernard, Une écharpe et une rose, reçoivent un accueil mitigé. Elle est éclipsée par les stars yéyés, plus flamboyantes, plus vendeuses. Et le cinéma, aussi prometteur soit-il, ne lui ouvre pas les portes attendues. Chantal doute. Jean-Jacques, lui, croit. Il sent que sa voix, douce et sincère, parle à un autre public. Un public que l'industrie ignore. Les enfants. Mais rien ne se fait. Jusqu'à une nuit. 1975. En direct à la télévision, Brigitte Bardot annule sa participation à une émission. Panique. Les producteurs cherchent une remplaçante. Jean-Jacques propose Chantal. Elle entre en studio, presque sans répétition, et interprète « Adieu les jolis foulards », une chanson douce, mélancolique, sur la séparation entre des professeurs et des enfants d'outre-mer. Ce qui se passe ensuite, personne ne l'avait vu venir. Les téléphones saturent, des familles entières pleurent devant leur écran. Quelque chose dans cette voix tendre touche une corde invisible, une magie qu'on ne sait pas nommer, mais qu'on ressent au creux de l'estomac. Ce soir-là, la France découvre une nouvelle idole. Pas une star, une présence, une mère, une fée. Et sans le vouloir, sans même l'avoir rêvé, Chantal Goya devient une icône. C'est ainsi que tout a commencé. Dans un studio, par hasard, sous la lumière crue d'un direct imprévu. Et ce qui aurait pu être une parenthèse devint une vie entière. Chantal Goya, presque du jour au lendemain, se transforma. Finie l'aspirante journaliste, la jeune actrice timide, elle devenait Marie-Rose, la marraine musicale de tous les enfants de France. Et ce rôle, elle ne l'a jamais quitté. Ou plutôt, ce rôle ne l'a jamais quitté. Avec Jean-Jacques, elle construit un empire enchanté. Des spectacles féeriques, des chansons sur des pandas, des légumes qui chantent, des oursons héros, des décors grandioses. Leur monde est unique, coloré, doux. Et la France en redemande. Les salles se remplissent, les enfants chantent, les parents pleurent de nostalgie. Mais derrière les rideaux à paillettes, un autre décor se monte, invisible, étouffant. Chantal ne joue plus un personnage. Elle est ce personnage. À tel point que le monde n'attend plus d'elle que cela. Toujours souriante, toujours douce, toujours disponible, toujours figée dans une enfance artificielle. Il n'y avait pas de place pour la colère, pour l'épuisement, pour le doute, confiera-t-elle. Même quand mon corps hurlait, je chantais. Les tournées s'enchaînent, les costumes deviennent de plus en plus lourds, les décors plus imposants, les horaires plus fous. Elle se maquille pendant des heures, enchaîne plusieurs représentations par jour. Et personne ne demande comment va Chantal. Elle est mère, épouse, chanteuse, personnage. Elle est tout, mais plus jamais elle-même. Je disparaissais, dira-t-elle dans un souffle. La vraie moi s'effaçait sous les couches de tissu pastel. Et pendant qu'elle incarne cette douceur idéalisée, sa vie privée s'effondre. Jean-Jacques, son mari, son complice, son Pygmalion, s'épuisent. Leur couple devient une entreprise, leur maison une coulisse. Et puis, le coup de massue. Jean-Jacques est diagnostiqué d'un cancer de la prostate. Soudain, le géant s'éteint. L'homme exubérant, débordant d'idées, cesse de composer, cesse de parler. Il s'enferme. Une brume de dépression l'engloutit. Et Chantal, comme toujours, reste. Elle le suit à chaque traitement, prépare des repas qu'il ne mange pas, s'assied des heures à son chevet. Elle le porte, elle le tient. « Je l'ai kidnappé », dira-t-elle un jour, mi-sourire, mi-larmes. Elle voulait dire « elle l'a arraché à la mort ». Avec quoi? Son amour, et rien d'autre. Pendant ce temps, elle continue à monter sur scène, à sourire, à chanter « Allons chanter avec Mickey », alors que chez elle, le silence pèse plus lourd que jamais. Les enfants ont grandi.
La maison est vide. Et chaque soir, elle rentre seule, pose sa repose sur un cintre et s'assied, en silence, en attente. Elle ne chante plus pour le public. Elle chante pour survivre. Car si elle s'arrête, le silence pourrait l'engloutir à son tour. Elle aurait pu s'arrêter. Elle aurait dû s'arrêter. Mais Chantal Goya, à l'âge où tant d'autres quittent les projecteurs, remonte sur scène. Pas pour un adieu, pas pour l'argent, mais parce qu'il ne lui reste rien d'autre. Tant que je peux tenir debout, je chanterai. Pas une promesse, une supplication. En 2023, une nouvelle tournée est annoncée. 3 années de spectacle. 3 années à revisiter un monde qu'elle avait elle-même bâti, brique par brique, note après note. Le décor est le même. Marie-Rose, les lapins, les pandas, les légumes qui dansent. Mais quelque chose a changé. Elle. Le pas est plus lent, les mouvements plus hésitants, la voix douce mais tremblante. Dans une interview poignante à Télé 7 jours, elle confie à demi-mot. Parfois, j'ai des problèmes d'équilibre sur scène, mais alors, panda et lapin m'aident à marcher. Elle sourit. Mais les mots pèsent une tonne. Les créatures qu'elle animait autrefois la portent aujourd'hui. Elle s'accroche, littéralement, au personnage qu'elle avait inventé. Le symbole est déchirant. Le public, lui, ne rit plus. Il pleure. Pas de tristesse, de reconnaissance. Il ne voit plus une idole, il voit une femme, fragile, brisée, debout, une survivante en robe rose. Et chaque soir, après les applaudissements, elle rentre seule dans sa loge. Ses enfants ont grandi. Jean-Jacques se bat encore avec la maladie. L'équipe, fidèle, ne peut combler les silences. Elle s'assoit, prend sa robe, lisse le tissu, et murmure dans l'obscurité « Quand la musique s'arrêtera, que restera-t-il » Car derrière chaque salut, il y a la douleur. Des genoux brisés, un dos courbé, un cœur fatigué, et cette peur constante que tout ce qu'elle a été ne soit qu'un costume. Elle a chanté pour des millions d'enfants. Mais aujourd'hui, Chantal Goya veut qu'on voie la femme, pas seulement le personnage. Elle n'a jamais joué les victimes. Même quand les critiques la tournaient en ridicule, la traitaient de démodée, enfantine, has-been, elle répondait par le silence. Même quand l'industrie du spectacle l'a laissé tomber, même quand des artistes plus jeunes ont moqué ses chansons. Elle n'a jamais répondu avec rancune. Elle a continué, toujours, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elle parle, et ce qu'elle dit bouleverse tout. J'étais juste une fille qui voulait écrire, et je suis devenue une image, une idée, celle du bonheur éternel, de l'enfance figée. Et je ne savais pas comment dire non. Elle n'a jamais été Marie-Rose, elle a dû le devenir, pour survivre, pour plaire, pour rester debout. Même ses convictions politiques, conservatrices, incomprises, ont alimenté les critiques. On l'a appelée dépassée, hors du temps. Mais la vérité, c'est qu'elle ne s'est jamais vraiment sentie à sa place. Et maintenant que le rideau tombe doucement, Chantal ne cache plus rien. Elle parle avec tendresse, oui, mais aussi avec tristesse, avec fatigue. J'ai tout donné. Parfois, je me demande ce qu'il me reste. Ce qui lui reste ? Un monde. Un royaume magique fait de rêves colorés, de chansons fredonnées par des millions de bouches d'enfants. Un refuge pour des générations. Un endroit où nous pouvions croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'aucun mal ne pouvait arriver. Mais ce monde-là, elle l'a construit en s'effaçant, en sacrifiant sa voix profonde, son rêve de journalisme, sa propre vérité. Aujourd'hui, elle veut qu'on se souvienne de tout, pas seulement de la robe rose, des spectacles, des peluches, mais de la femme qui se cachait derrière, une femme qui n'a jamais voulu être une star, une femme qui a chanté non pas pour briller, mais pour protéger les enfants, de la solitude, de l'abandon, de ce qu'elle-même avait connu. Et vous,
Avez-vous écouté Chantal Goya quand vous étiez petit? Avez-vous fredonné « Bécassine, c'est ma cousine » sans savoir qu'une femme pleurait en coulisses? Partagez vos souvenirs en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, derrière chaque étoile, il y a toujours une part d'ombre. Bienvenue dans l'envers de la gloire.